Il y a des tests qui me sont plus importants que d'autres. La plupart du temps, c'est pour vous que je le fais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Celui-ci, je le fais pour moi. R3S. Avec lui, on signe le retour d'un appareil avec capteur 1 pouce, chose que n'avait pas le R3. Ça, j'ai eu du mal à comprendre. Au menu, on nous annonce de solides performances, grande autonomie, plein de modes de vol, une capacité à voler de nuit en toute sécurité, etc. Alors, est-ce que tout ça, ça fait de lui le drone idéal, bien pensé, ou est-ce que c'est plutôt du rajout pas forcément nécessaire qui fait grimper la note? Eh bien écoute, le test du DJI R3S, c'est maintenant. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ma vidéo test du DJI R3S. Un test un petit peu spécial, sûrement plus personnel aujourd'hui. C'est effectivement un appareil qui m'intrigue personnellement pour remplacer mon R2S. Donc bienvenue dans mon monde avec mes préoccupations, mes attentes. Je ne vais pas hésiter aujourd'hui à vous partager mes impressions par rapport à mon utilisation. Ce ne sera pas forcément la même que vous, mais ça va être un petit peu le style de cette vidéo. L'année dernière, sur ma vidéo test du R3 tout court, je vous disais que ce que je souhaitais au final, c'était un R3, mais avec la qualité d'image du R2S. Eh bien, c'est peut-être ce qu'ils ont fait avec lui, toujours une double caméra, mais en remettant le capteur 1 pouce sur le grand angle. Alors, est-ce que c'est chouette? Eh bien, on va voir ça. Ok, voici donc le nouveau DJI R3S. Wow, on a complètement changé de mode et j'adore ce son. Nico, ça serait quand même pas mal si tu pouvais éviter de refaire un craquage comme ça. Avec lui, on est grosso modo sur un jumeau du R3 tout court, même look, même taille, il n'y a que la face avant qui change, on en reparle plus loin, et moi je m'ambiance toujours sur ce son. Yeah! Ce R3S est donc un appareil assez gros, surtout comparé au précédent R2S. Là-dessus, on est plus proche des Mavic 3. Ce sont des belles bêtes niveau taille. En pack Flymer, la sacoche qui est vendue directement avec, elle commence à être assez imposante. Alors fort heureusement, elle rentre encore dans un sac à dos traditionnel, tout pile. Ça m'évite par exemple de devoir la prendre séparément. Je peux la mettre dans le sac à dos et mettre autre chose avec. Voilà, ça passe encore tout juste. Mais ouais, c'est sûr, quand tu la compares aux sacoches des Mini ou même du précédent R2S, c'est plus la même taille, ce sera quand même moins pratique pour transport pour certains. Drone plus grand veut aussi dire drone plus lourd. Avec ses 724 grammes, ce R3S est quasi 3 fois plus lourd qu'un Mini. Bah alors, tu vas trop McDo? Ici encore, la gamme R est vraiment plus proche des Mavic que des petits. Niveau réglementation, il appartient donc à la classe C1. Moins de souplesse que la C0, pas de survol de personnes tolérées, un petit examen obligatoire mais gratuit à passer en ligne, quelques restrictions dans certains pays. Pas forcément dramatique, on peut commencer à voler, enfin, j'ai un petit problème. Allez, on va faire le tout premier vol avec ce R3S. Ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement au même endroit, au mètre carré, que mon premier vol avec le R2S il y a plus de 3 ans et demi déjà. Je suis de nouveau dans le Cantal ici pour tester. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que là vous le voyez pas, mais Rusty, viens me voir. C'est que j'ai lui qui vient de se ramener. C'est aussi son grand retour du coup sur la chaîne. Mon petit Rusty, viens me voir ici. Et il a les pattes vraiment dégueulasses. Tu viens me voir mais pas trop près s'il te plaît. Voilà. Nickel. Donc quand le drone va s'allumer, il va vraiment être de nouveau assez excité celui-ci et j'ai peur qu'il le bouffe. Donc voilà, il s'en va, c'est très bien comme ça. Allez, je suis content, le chien est parti, ce sera quand même beaucoup plus simple pour moi pour faire ce premier décollage. On va voir notamment s'il y a eu un petit travail au niveau du son, on va pouvoir un petit peu voir à quel point il est bruyant. Je pense que ça va être exactement pareil que le R3. On va voir ce que ça vaut. Le R3 c'était quand même plutôt bien pour un appareil aussi gros. On le fait décoller tout de suite, c'est parti. Écoute, ouais, c'est pareil, effectivement, pas de changement par rapport au R3. Un drone qui est plus silencieux que le R2S, plus grave en fait le bruit, ça le rend moins agaçant, ça c'est cool. Par rapport par exemple à un DJI Neo, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Écoute, ouais, c'est comme la dernière fois, comme le R3, ça va, franchement. On va pouvoir maintenant voler, c'est cool. Yes, après Nico, si tu pouvais rester assis aussi pendant les prises, je te promets, ça serait beaucoup mieux pour qu'on puisse te voir quand tu parles. Non, pour en finir avec le bruit, là où je le trouve agréable, c'est en stationnaire. Il y a un bon travail là-dessus. Lors de ce vol test ici, à seulement 40 mètres de moi, sans le faire bouger, eh bien, il n'est plus très gênant. Toujours audible, c'est pas pareil qu'un Mini 3 ou qu'un Mini 4, mais loin d'être vraiment dérangeant. C'est plutôt bien et surtout mieux qu'un R2S par exemple. J'ai aussi fait des petits tests de portée de bruit. Il faut compter environ 130-140 mètres pour considérer qu'on n'entend plus le drone en stationnaire ou en déplacement normal, pas en mode sport où là forcément il fait beaucoup plus de bruit et donc il va falloir l'éloigner beaucoup plus pour ne plus l'entendre. Ok, on en a fini avec le bruit, mais restons sur ces histoires de portée. Passons maintenant à la portée des petits chats, oh, ils sont trop mignons. Non Nicolas, putain, la portée de transmission. Celle-ci est en OcuSync 4, la même que le R3, 20 km en norme américaine, 10 km en norme européenne. Pas de problème particulier à relever là-dessus, elle est très bonne comme d'habitude, surtout avec la règle de voler à vue. Pour le test, uniquement pour le test, je suis allé jusqu'à 1 km d'éloignement, le signal restait très bon.
Et j'ai même été plutôt satisfait des quelques moments où le drone passait derrière un obstacle, comme par exemple ici avec cette tour. Ça m'est déjà arrivé dans le passé de perdre 2-3 barres de signal, ici non, je n'ai pas eu de faiblesse particulière. Bon après sur ce point, il faudrait quand même faire plus de vols dans des environnements difficiles pour en tirer une conclusion. Alors les obstacles justement, c'est l'un des axes de ce R3S avec pas mal de petites nouveautés pour plus de sécurité. Bon déjà comme sur le R3, on a une couverture optique à 360 degrés, ça veut dire que peu importe la direction, il sera capable de détecter les obstacles. Ça apporte pas mal de sécurité et effectivement c'est plutôt performant. Après on va le voir quand on va parler de l'Active Track, comme même tu as une détection de partout, il faut quand même toujours rester vigilant avec les appareils, ce n'est pas non plus infaillible. En dehors de ça, eh bien, la première nouveauté de ce R3S vis-à-vis de la sécurité, eh bien, c'est ce truc ici à l'avant, le LiDAR. Le quoi? Le LiDAR, Laser Imaging Detection and Ranging, tu le savais bien sûr. Grosso modo, c'est un système de détection par laser qui se rajoute donc aux capteurs qui sont eux optiques. Et ça concerne uniquement la face avant. Si les capteurs optiques sont eux dépendants de la luminosité pour bien fonctionner, ce n'est pas le cas du LiDAR, qui lui peut fonctionner même de nuit. Exemple. Allez, on fait un petit test pour le détecteur LiDAR qu'il y a devant. Donc là, on a une heure où j'ai perdu les capteurs optiques. Si je déplace mon drone sur la gauche, vous voyez que là, on voit un petit peu, j'ai des arbres. Je vais pouvoir le déplacer sur la gauche, il ne va pas râler. Voilà, je peux l'envoyer sur la gauche complètement. Donc là, il se prendrait l'arbre. Donc bien sûr, je ne vais pas le faire. Donc on va tout simplement faire une marche avant vers moi. Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà fait le test avant de faire ça. Et hop, et voilà, le drone s'arrête. Le drone refuse de continuer alors que vous pouvez voir, j'ai la radiocommande qui pousse vers l'avant. Je n'ai pas de bip bip, ce ne sont pas donc les capteurs optiques qui sont en train de signifier une présence, c'est le LiDAR qui me détecte et qui se dit bah non en fait je ne vais pas continuer, il y a un obstacle devant moi. Ça c'est cool pour effectivement ceux qui peuvent voler de nuit légalement, notamment pour faire un retour RTH un peu plus sereinement. Alors en Europe, avec le vol de nuit qui est interdit, pas dit en fin de compte que ce genre de situation arrive bien souvent. Mais écoute, il s'agit ici de rajouter quelque chose au niveau de la sécurité. Et quand on parle d'une caméra volante comme ça, bien plus de sécurité, ça peut jamais faire de mal. En plus du LiDAR, le R3S propose également un RTH revu qui fonctionne légèrement différemment. Celui-ci est capable de mémoriser les trajectoires de vol afin d'assurer un retour en empruntant le même chemin que celui de votre déplacement initial, concernant les premiers mètres près de vous. Donc là par exemple, je le fais sortir en fait des arbres, donc je le fais passer par là. Et hop, là ici, voilà, il peut prendre de la hauteur. Et là maintenant, je vais déclencher le RTH. Donc ici, je peux faire retour. Le drone se met comme d'habitude à hauteur de RTH, ici 25 mètres, sauf qu'il ne va pas rester à cette hauteur jusqu'au point de RTH. Vers la fin, il va ajuster sa trajectoire. Là, le drone s'est mis à hauteur de RTH, donc à 25 mètres. Et puis ensuite, en fait, voilà, il va retenir à peu près la trajectoire que j'ai fait pour me sortir des arbres. Et il reproduit le chemin, on peut voir en fait qu'il ne fait pas du tout un trajet tout droit, il fait des virages, etc. Et voilà, il vient de revenir à son emplacement sous les arbres. Ça c'est assez balèze. Et il va atterrir, sauf que je ne veux pas parce que c'est un peu boueux. N'atterrez pas, n'atterrez pas, n'atterrez pas. Oui, attention Nico, beaucoup de sécurité en plus, mais pas encore les 4 roues motrices ni même les garde-boue. Bah alors DJI, vous attendez quoi? Pour en finir avec ce RTH intelligent, ça concerne bien que la trajectoire près du point de RTH, pas la trajectoire du vol entier. Si vous avez baladé votre drone à gauche à droite une fois bien dans l'air, il ne va pas s'amuser à refaire le trajet inverse. Comme d'hab, il fonce en ligne droite et ensuite il va ajuster la trajectoire pour les derniers mètres. Bien ça, c'est deux premiers points concernant la sécurité. Il y en a également un troisième, une caméra vers le bas qui se rajoute pour l'assistant virtuel. L'assistant virtuel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un affichage que tu peux déployer ici en bas à gauche sur DJI Fly sur certains appareils. Il te permet d'afficher une vue du drone par rapport à un côté, gauche, droite, devant, derrière, et donc maintenant vers le bas sur le R3S, pour rapidement comprendre si tu es proche ou pas d'un obstacle, sans devoir tourner le drone ou la nacelle. Alors honnêtement, l'affichage est un petit peu petit, en noir et blanc également, tu ne vois pas facilement les choses non plus. En soi, tu peux agrandir l'affichage, mais dans ces cas-là, tu n'as plus ton retour image pour piloter en même temps. Voilà, de manière générale, l'assistant virtuel, ça peut être pratique pour par exemple faire des plans sur les côtés, en arrière ou quoi. Et en même temps, checker que tu n'es pas en train de te rapprocher trop dangereusement d'un obstacle, d'un élément du décor. Alors, il faudra avoir l'œil bien sûr pour voir sur un retour image aussi petit, mais franchement, tout ça, donc l'assistant virtuel, le RTH intelligent, etc., ça fait que petit à petit, on arrive sur des appareils qui sont quand même très puissants, très balèzes au niveau de la sécurité, je trouve. Yes, après, il est important de mentionner que ces 3 rajouts, ça reste quand même bien plus accessoire que la couverture 360, qui elle est très pertinente, mais déjà présente sur le R3 ou Mini 4 Pro par exemple. On n'est pas ici non plus sur des améliorations totalement incroyables, c'est sympa à voir, ça rajoute un peu plus de sécurité. Avec tout ça, il y a quand même du coup une interrogation qui m'est venue. Est-ce que maintenant, ces drones peuvent passer partout, tout éviter? Eh bien, j'ai testé ça en Active Track, en voiture, sur chemin privé, je tiens à le préciser. Et oh là là, le gros youtubeur, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mon Dieu.
Ok, le décor, un chemin entouré d'arbres. Le but, suivre la voiture sans se les prendre bien sûr. Voyons voir ça. De suite, ça marche bien. Hop, le drone évite parfaitement cet arbre et se replace. Puis un peu plus loin, deuxième obstacle, vraiment pas facile celui-ci. Ouais, ça contourne. Deuxième succès. Ok, ça c'est cool. Niveau 1, passé avec brio. Maintenant, niveau 2. Les premiers arbres avaient des feuilles visibles, obstacle bien distinguable. Mais maintenant, ils n'ont plus de feuilles, et aïe, je crois que ça a touché là un petit peu. Mais il est passé, allez, il reste en vol. Ça se corse, va-t-il passer les prochaines? Et merde, c'est un échec! Il a heurté la branche et il est en perdition, Houston, on a un problème, il est hors de contrôle. J'arrête l'enregistrement, c'est vraiment la priorité. Nico, sors de la voiture, vite, 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 sors de la voiture. Ah, je n'arrive plus à contrôler l'engin, nous sommes proches de la voiture. Désactive l'active track, désactive l'active track. Ok, c'est bon, je l'ai désactivé. Mais putain, tu vas faire atterrir ce drone. Vite, vite. Allez, va, mais pourquoi il se grouille pas, putain? Mais tranquille, toi. Non, mais franchement, non, mais tu vois pas que la situation là un peu atterrit, fais-le atterrir. Ah, voilà. On a eu chaud, hein. Eh bien, c'est la toute première fois que j'abîme des hélices sur un drone. Ça m'était encore jamais arrivé. Voilà. Bon, les branches étaient effectivement très fines. Hein. C'est le début de l'hiver. Enfin, on est encore en automne, mais voilà, il n'y avait pas de feuilles et tout. Donc, il n'a pas du tout réussi à bien comprendre toutes les petites branches. Là où il y avait des feuilles, il comprenait bien, on l'a bien vu. Voilà, à partir du moment où les arbres sont en mode hiver, ça devient un peu compliqué, il faut peut-être éviter là. Par contre, là où il m'a quand même un petit peu impressionné, c'est qu'il ne s'est pas craché. Il a quand même bien heurté les branches. Il a réussi un peu en catastrophe à se remettre un peu comme il pouvait. À la fin, il faisait n'importe quoi, mais bon, il s'est même dangereusement rapproché de la voiture. J'ai eu peur qu'il rentre dans la voiture. Ça a été, mais petite frayeur quand même. Hein. Bon, ici, il faut quand même remettre mon test dans son contexte. J'ai volontairement créé une situation délicate, mais qui a le mérite au moins de nous donner une idée, et c'est moi qui ai pris le risque, pas vous. Oui, c'est un appareil performant au niveau détection d'obstacles. Les obstacles à minimum épais, bien visibles, ne posent pas de problème. Et il est même capable d'éviter des branches fines. Les premières ici, il l'a fait. Mais entre être capable et le faire systématiquement, ici il y a une différence. Qui oui, vu la finesse des branches, me paraît normale, et donc il ne faut pas non plus considérer le lidar comme une assurance tout risque. Sinon, de manière beaucoup plus légère, l'Active Track dans son ensemble, j'ai trouvé que c'était pareil que les précédents modèles, donc le Mini 4 Pro et le R3. On a ici un Active Track 360, ça veut dire que tu peux le positionner tout autour de toi, peu importe la direction. Tu peux également faire des trajectoires avec. Sans oublier les deux autres modes habituels de Focus Track, que sont le POI et le Spotlight, qui sont bien sûr présents sur le R3S. Ça fonctionne toujours aussi bien, pas de souci. Ils disent également avec ce R3S que maintenant le drone est capable de te suivre, de te reconnaître même quand tu as le corps à moitié caché. Alors oui, c'est vrai, ça marche. Il peut même te récupérer si tu disparais rapidement derrière un petit buisson par exemple. Mais honnêtement, pour ce point-là, j'ai l'impression que c'était déjà le cas pour les précédents appareils. Ça marche bien, pas de souci, mais j'ai pas noté une réelle amélioration en fait. Bien, tout ça c'était la partie un peu intelligente des modes de vol. Mais avant de parler de la caméra, eh bien il nous reste encore quelques infos primaires dont je n'ai pas parlé, comme la résistance au vent et l'autonomie. Et vous allez voir que ce que j'ai à dire sur la résistance au vent, c'est particulièrement intéressant. Alors pour être tout à fait franc avec vous, eh bien en fait je n'ai pas vraiment eu de vent durant mes jours de test. C'est rare mais ça arrive, donc je ne peux pas vraiment vous faire un retour très concret sur sa résistance au vent. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a une résistance annoncée à 12 mètres par seconde, donc ça fait environ 43 km/h. Elle est identique en fait au R3 et quand tu sais que c'est également un drone qui est identique au niveau de sa forme, c'est un jumeau, eh bien tu peux largement supposer que sa résistance au vent est similaire au R3. Le R3 avait une résistance au vent absolument fantastique, c'est un des trucs qui m'avait le plus impressionné avec lui. Donc ouais, je peux supposer que ça sera pareil avec lui, sans non plus vous le confirmer. Ok, parlons maintenant autonomie. Annoncée à 45 minutes, grosso modo la même que le R3, une minute de moins, je n'ai pas été bluffé en réalité par son autonomie. J'ai même été un chouïa déçu, en volant de 100% à 15% de batterie restante, j'atteins péniblement 33-35 minutes de vol. Il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, peu importe le drone, mais ici elle me semble un peu plus marquée que d'habitude. Bon, malgré tout, plus d'une demi-heure, on est quand même sur des autonomies assez importantes, on a bien le temps de faire des vols avec ce R3S. Autre paramètre important, les batteries sont quand même assez costauds, ce qui fait que ça peut être très long le chargement si tu n'as pas un chargeur très puissant. Au début, avec un chargeur de téléphone très basique, il m'a fallu plus de 3 heures pour même pas charger la moitié d'une batterie, ça m'a fait un petit peu flipper. Heureusement, j'avais également le chargeur de l'ordinateur plus gros qui frôle là les 100 watts. Avec lui, c'était beaucoup plus rapide, mais voilà, il faut que tu aies quand même un chargeur un peu puissant. Je dis ça parce que le chargeur, peu importe les packs, n'est pas inclus au moment de l'achat. Et enfin, dernière info importante concernant les batteries, celles du R3 sont compatibles avec le R3S et vice versa.
Il y a juste une fonction qui ne marchera pas sur le R3S avec une batterie du R3, c'est le Quick Transfer en mode veille. Pas très grave. Allez, on a fait le tour des performances de vol de ce DJI R3S, très proche du R3. Un peu plus de sécurité, un petit peu moins d'autonomie peut-être. Maintenant, on en vient à la partie qui m'intéresse le plus, la caméra. Ici, la double caméra, mais avec une des deux qui a un capteur 1 pouce. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va voir ça. Bon, commençons rapidement par la stabilisation des vidéos. Comme d'habitude avec cette marque, elle est superbe, assurant des prises de vue fluides, dès lors bien sûr qu'on pilote avec douceur. Ça, c'est habituel chez eux. Maintenant, parlons plus spécifiquement de ce R3S. Avec lui, on a donc deux caméras proposant deux focales différentes, toutes deux pouvant filmer jusqu'en 4K. La première caméra, c'est la classique, la grand angle, 24 mm, ouverture fixe à f1.8. C'est celle-ci et uniquement celle-ci qui possède un capteur 1 pouce. Il y a beaucoup de choses à dire sur les images qu'elle propose. Déjà, commençons par ce qui va paraître banal et attendu, c'est qu'avec ce drone, oui, on va pouvoir faire de la belle image. Ça dépend toujours du spot que tu filmes bien sûr, mais franchement, c'est vite très joli. Une fois qu'on a dit ça, parlons un peu plus en profondeur. Avec cette caméra large, on a un bon niveau de netteté et de précision dans les détails. Les arbres, les différents reliefs ressortent bien un par un. On a cette sensation de profondeur dans l'image, ce n'est pas aplati comme rendu, c'est souvent cette impression qui m'importe personnellement. Alors j'aurais bien du mal à vous dire si c'est exactement pareil que le R2S tant les autres points sont très différents et gênent un petit peu l'analyse, on va en parler, mais ça me semble un chouïa supérieur par rapport au R3 ou au Mini 4 Pro. Je ne vais pas faire genre, c'est difficile à décrire comme ressenti. Dès lors que le drone s'éloigne suffisamment d'un sujet ou que celui-ci est vraiment très fin à l'image comme les herbes ici, eh bien je ressens comme un léger mieux sur les images du R3S plus précis. Ça se joue vraiment à pas grand chose là-dessus et en plus de ça il faut voir vraiment en plein écran. Si vous me dites que pour vous franchement c'est pareil, ça ne me choque pas. Alors si la comparaison sur ce point est délicate avec le R2S, c'est qu'il y a un truc essentiel sur les images standards du R3S, le traitement HDR, que n'a pas le R2S. Ça crée de suite un rendu saisissant, parfois éclatant à toutes nos images, des résultats hyper attractifs à l'œil. L'effet waouh du HDR, surtout quand le soleil pointe le bout de son nez. Il nous offre une plage dynamique très grande, la possibilité en fait d'exposer correctement toutes les parties de l'image, peu importe qu'elles soient sombres ou claires. Ici, balayer le paysage en contre-jour avec le soleil visible tout en gardant le ciel bleu, pas cramé et le paysage correctement exposé montre bien les capacités du petit monstre. Pareil en coucher de soleil, normalement ici avec mon R2S je dois choisir entre le ciel coloré ou le paysage niveau exposition. Avec le R3S je suis un roi, j'ai le droit à tout. Le bruit à l'image d'ailleurs dans ces conditions là est très bien traité. C'est indéniablement dans ce genre de situation qu'il fait bien plaisir. Après ça c'est un traitement quand même particulier, surtout que j'ai la sensation que le profil normal est pas mal traité derrière en plus du côté HDR. Quand on remet une image du R2S à côté, ça saute aux yeux, ça n'a plus rien à voir. De manière générale, ça dépasse le R3S, les images des nouveaux drones DJI depuis le R3 en profil normal sont assez marquées. Fini la douceur, voire même l'élégance d'un R2S par exemple, ça tape l'œil ici, ça le captive, la grande majorité du temps ça fait plaisir, mais c'est peut-être aussi des fois trop agressif par moment, notamment comme ici quand la météo se prête un peu moins au HDR. Alors attention, partie très subjective ici, cette histoire de HDR, ça me picote un petit peu le nez, j'avoue. C'est souvent très joli, franchement, ça fait plaisir. La majorité du temps, je suis complètement conquis. Mais oui, il y a aussi des fois où tout simplement, je trouve ça moins joli, le traitement HDR par rapport à un profil normal, ou alors je n'ai pas envie de tourner en HDR. Et bien ici, dans ces cas-là, malheureusement, je n'ai pas le choix. C'est un sujet que j'ai traité ici dans cette vidéo à l'occasion de la sortie du Mini 4 Pro. C'est exactement la même problématique en fait. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller la voir en entier. Je ne comprends pas pourquoi DJI propose pas une option désactivée HDR pour retrouver un vrai profil normal en fait. Alors certains pourraient me dire, Nico, dans ce cas-là, il suffit juste que tu tournes en D-Log et ensuite tu appliques la LUT Rec 709 pour retrouver un profil normal. Et bonne nouvelle, c'est complètement vrai, voici un plan entre guillemets normal, donc HDR. Et hop, voici un plan similaire en log plus LUT Rec 709. Voilà, on retrouve ici un vrai profil colorimétrique dit normal. Mais je trouve ça complètement con de devoir tourner en log pour retrouver juste un profil normal. Ce n'est pas du tout le but du log à la base. Le log, c'est fait quand tu veux faire du traitement d'image un peu plus poussé, quand tu as une intention particulière en fait. Alors que là, c'est juste pour faire un va-et-vient que je trouve un petit peu inutile et agaçant, parce que le profil de couleur normale, normalement, c'est la base quoi. C'est génial les images qu'on peut faire avec la plage dynamique, etc., en coucher de soleil ou autres conditions en fait qui favorisent le traitement HDR. C'est juste que de mon côté, j'aimerais bien pouvoir avoir le choix en fait dans le style de vidéo que je veux réaliser. Pour le coup, c'est ma sensibilité à moi, c'est mon approche.
Ouais, j'ai conscience de chipoter un petit peu, le HDR fait quand même terriblement plaisir sur la plupart des images. Ne vous trompez pas sur mon ressenti global, je suis ravi des sacrés rendus qu'on peut avoir franchement, mais comme le dit l'expression, normalement, qui peut le plus, peut le moins. Bref, passons à autre chose mon petit Nico. À côté de ça, on retrouve donc cette deuxième caméra, un 70 mm, capteur 1 sur 1,3 pouces. C'est exactement la même caméra que celle du R3. Avec elle, on va donc pouvoir obtenir des images plus zoomées sans perdre en définition, ce n'est pas un zoom numérique. Je considère toujours cette caméra comme du bonus pour ceux qui veulent juste s'en servir pour faire des petites vidéos souvenirs de leur voyage, rando, vacances, etc. Ça ne sera pas forcément utile, sachant qu'en plus le zoom numérique existe sur les drones qui sont moins chers. C'est une moins bonne qualité d'image, le zoom numérique, mais pour ceux qui ne sont pas très exigeants, ce n'est pas trop un problème. En revanche, je dois bien dire que moi, passionné par la vidéo, eh bien, je commence à bien aimer cette caméra-là, à bien aimer m'en servir. Je développe un petit peu mon côté créatif avec. Ça te permet un petit peu de varier, de changer l'échelle de cadre. C'est assez sympa en fin de compte. L'écrasement de la profondeur couplé à ce balayage rapide de l'arrière-plan, ouais, quand ta passion c'est de créer des images, eh bien c'est plutôt chouette franchement de faire des plans comme ça. C'est un peu le même délire qu'un appareil photo par exemple. Pour une personne passionnée, eh c'est plutôt chouette d'avoir plusieurs objectifs pour changer. Pour une personne qui n'est pas franchement passionnée, beaucoup moins. Ok, pour les deux caméras, niveau fréquence d'image en 4K, on peut monter jusqu'en 60 fps traditionnellement. Et il existe même un mode ralenti 120 fps en 4K qui vous créera une vidéo automatiquement ralentie par 4 et donc en 30 fps au final. Sachant que par contre le débit vidéo est plus faible, l'image est un peu plus compressée. Niveau profil de couleur, on en a donc parlé, on retrouve le D-Log M en 10 bits d'ailleurs comme tous les profils de couleur, même le standard il est en 10 bits. Très cool pour étalonner plus librement ces images. A noter ici pour les propriétaires de R2S que là la différence est facilement distinguable. Le log du R2S étant quelque peu flou malheureusement, ce n'est pas le cas ici avec ce R3S. Ensuite, parlons photo, mais en indiquant de suite que je ne suis pas un photographe, ni professionnel, ni même amateur d'ailleurs, je fais de la vidéo moi surtout. En photo, on peut donc se servir des deux caméras. De base photo en 12 millions de pixels, on pourra également monter jusqu'en 48 voire 50 millions de pixels selon la caméra. Il est probable que beaucoup ne fassent pas la différence vraiment entre le 12 et le 48-50, malgré tout, pour ceux qui se préoccupent de ça, eh bien si, en zoomant la différence existe, peu importe la caméra d'ailleurs. Après, même en 12 millions de pixels, eh bien je trouve la netteté franchement sympa, y compris avec le 70 mm. La chapelle ici est bien nette par exemple. Le format RAW DNG quant à lui est bien sûr possible et permet de belles retouches. On peut pousser pas mal sans dégrader trop le rendu. Après, encore une fois, je ne suis pas non plus un spécialiste de la photo. Et enfin, parlons bien des différents modes photo-vidéo qui accompagnent ce R3S. On retrouve tous les modes classiques, les quickshots, les mastershots, panorama, hyperlapse, mais aussi le waypoint par exemple. Et comme sur le R3, la possibilité de filmer en vertical en 2,7K maximum, ainsi qu'une inclinaison de la nacelle vers le haut jusqu'à 60 degrés. A noter pour finir, chose importante qui m'a été très cool lors de mon premier vol où j'avais une carte SD corrompue, un stockage interne assez balèze est proposé sur ce R3S, 42 Go, bien pratique, c'est plus que le R3 qui lui ne proposait que 8 Go. Oh c'est gros nul, bouh. Allez, voilà pour toute cette partie image sur le R3S. Maintenant, dernier point avant la conclusion, les prix. Ici, pas de grosse surprise concernant les prix et les packs proposés, c'est très proche du R3. Ce R3S en pack simple avec une batterie et une radiocommande sans écran attaque à 1100 €, 50 € de plus que le R3 au moment de sa sortie, maintenant en pré-promotion. Ensuite, deux packs sont proposés. Le Flymore avec 3 batteries et toujours la radiocommande sans écran à 1400 €. Et enfin le haut de gamme pack Flymore avec cette fois-ci la radiocommande avec écran intégré à 1600 €. En notant que dans les packs Flymore, bon point, les filtres ND font leur retour pour accompagner ce R3S. Au final, ce R3S, je le résume en un mot, passion. C'est un appareil pour ceux qui sont passionnés par l'image, la photo, la vidéo, peu importe. Pour ceux qui aiment créer et aiment le souci du détail, qui seront d'ailleurs sûrement les seuls à voir, tiens, je me reconnais là-dedans, mais bon, qui aime ça, passion quoi. Sa double caméra, la précision des images ainsi que sa plage dynamique assez impressionnante sont de jolis atouts. Dommage juste que le HDR ne soit pas un mode à part plutôt qu'à la place du profil normal. Pour tous les autres en revanche, il sera sûrement dispensable et à juste titre. Ce qu'il apporte ne sera pas tellement intéressant et même pour beaucoup, la différence avec un R3 sera vraiment mineure. Il est franchement cool cet appareil, j'aimerais vraiment avoir l'option de désactiver HDR, vous l'aurez compris, mais en dehors de ça, c'est quand même un plaisir de voler et de filmer avec. Il rajoute quelques trucs sympas pour ceux qui ont plus d'ambition visuelle en fait. Dans ce milieu de gamme, je considère toujours le Mini 4 Pro comme le drone polyvalent idéal pour la plupart des gens en loisir, facile 80% des gens en réalité. Lui, c'est plutôt pour ceux qui ont envie un petit peu de se prendre la tête pour faire leurs vidéos, pour faire leurs photos, etc., qui sont passionnés par ça.
Alors je vais continuer à le tester et à vous proposer des choses avec. Pour ceux qui possèdent le R2S et qui s'interrogent sur le changement R2S vers R3S, eh bien je vais en faire une vidéo spécifique, donc on en parlera à ce moment-là. Ça me permettra de pouvoir développer un peu plus mes pensées. Il y a un écart que je trouve suffisant pour justifier le changement, mais ce n'est pas non plus une évidence, on en parlera. Oui, toujours pareil, tranquille là-dessus, pas de précipitation, ce n'est vraiment pas un drone pour tout le monde, et en plus il coûte quand même un certain prix, il s'agit de bien choisir son appareil. Chacun a ses avantages, ses défauts, et lui y compris. Ce R3S, au final, c'est un joli petit monstre, et comme n'importe quelle bête, il y a toujours un point sur lequel elle nous taquine un petit peu.